Bonjour, je m'appelle Vera Tréguer. Je vais commencer par dire d'où je viens et comment j'ai fait connaissance de Pierre Souris, qu'en fait je ne connais pas, mais par l'intermédiaire de Michel Thomé. Donc, la topologie lacanienne, elle est arrivée jusqu'à la province où j'étais vers l'âge de 20 ans, à Saint-Étienne. Je ne sais pas exactement par quel canal. Il y avait un grand hôpital psychiatrique, beaucoup de gens qui étaient en analyse, certains devant être en analyse à Paris. Mais enfin, on était au courant de bricolage de topologie et entre bandes d'amis comme ça, en se distrayant, découpant des bandes de Mobius. Un des garçons qui était là était en analyse, ça avait beaucoup d'effets sur ses amis. Et puis ensuite, bien plus tard, j'ai écrit un topo sur les nœuds de Ronald Lang, dont j'étais très embarrassée, je ne savais pas quoi en faire. Et quelqu'un à Toulouse m'a proposé de les envoyer à Souris, d'envoyer mon topo à Souris. Et évidemment à Thomé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Thomé et son pavé de chênes et nœuds et Souris dans le pactage, on va dire. Voilà. Alors, je voudrais remercier. Alors, au nom, il n'y en a plus Noraci, au nom de Pierre Souris et en mon nom propre, les organisateurs, d'avoir permis que se rouvrent les éléments de l'œuvre de Pierre Souris dont on dispose. Je remercie aussi Catherine Alcoulombré à cause du groupe Oups, dans lequel un certain nombre de gens tiennent ouvertes des questions sur la façon qu'est-ce qu'on fait avec le langage, qu'elle a ouvert il y a déjà plusieurs années avec la question de la sophistique. Ça tient très utilement un nombre important de questions ouvertes. La présentation que je fais s'appelle « La merde pour la mouche est une chose », c'est une citation. Ça aurait pu s'appeler Souris dans la marche de Lacan. Je remercie le monsieur qui a lu au tout début, Jean-Luc Deschamps, parce qu'il a lu beaucoup des éléments qui sont ces marges dont je vais parler. Donc il vous les a rappelés au début de la matinée. Chênes et nœuds s'ouvre avec une page de chant de la parole et du langage annotée par Souris. Là où Lacan écrit « c'est un monde des mots, c'est le monde des mots qui crée le monde des choses en donnant un être concret à leur essence », Souris a écrit dans la marge « La merde pour la mouche est une chose ». Je vois que Souris esquisse une opposition dans la marge. Et je la comprends de cette façon. La merde, une chose. Pour la mouche, un être dépourvu de langage, est une chose, non créée par le monde des mots, qui ne concerne pas la mouche.
il signale dans la marge, je pense, une pensée en cours, une pensée à lui, une pensée en cours, qui se démarque de la conception de Lacan. Je suis assez tentée de m'en démarquer aussi, donc je vais essayer, c'est un peu petit ce qui était écrit dans la marge, donc je vais essayer de développer une opposition possible. Je ne dis pas que c'est celle de Lacan, que c'est celle de Souris. Je vais essayer de pousser dans la même direction. Donc, je vais rajouter à l'objection qu'un signe ne peut représenter son objet, il ne peut que représenter son objet, il ne peut pas le faire connaître. Il peut exprimer quelque chose à propos de l'objet, à condition que cet objet soit déjà connu par une expérience vécue, formée par d'autres signes antécédents représentant le même objet. Si cela était vrai, je serais assez d'accord avec Souris. Le mot n'a pas donné son être concret à la merde, concrète qui était là, et la mouche en avait déjà fait l'expérience. Mais par quels signes qui ne sont pas des mots? Donc on va être obligé d'élargir la notion de signes au-delà des mots qui sont des signes. Alors il y a un autre exemple très frappant de la même histoire. C'est un homme qui raconte ça à propos d'une petite fille, sa fille à lui quand elle était petite, était en train de bricoler et il lui dit va me chercher la pince qui était sur la table. Qui est sur la table? La petite fille va et elle revient en disant elle y est pas. Le père un peu furieux interrompt son bricolage, va sur la table, prend la pince et dit eh ben elle y est. Et la petite fille dit ah c'est ça une pince? Voilà, je pense que c'est bien ça a un effet banal, concret, pour moi suffisamment convaincant sur ce que j'avance. Les mots sont des symboles, et je vais donc m'inspirer d'une théorie généralisée des signes, celle de Peirce, pour prendre en compte des signes qui ne sont pas des symboles. Donc on va rajouter aux symboles les icônes et les indices. Comme Lacan, Peirce affirme que le signe est premier et l'objet second. Alors là, je vais faire un dessin. Donc, en premier, un signe qu'il appelle représentamen. En deuxième, il appelle ça un premier. Un objet qu'il appelle un second. Et en troisième, un autre signe qu'il appelle un interprétant. Le signe, c'est tout ça. Et la particularité de cette définition du signe, c'est qu'elle est de base ternaire. Qu'est-ce que ça veut dire ternaire? Ça veut dire que les choses ne sont pas liées deux à deux. On n'a pas R qui est lié à O, et puis aussi R qui est lié à I, et aussi O qui est lié à I. Ce qui ferait trois relations binaires. S'il y en a une qui s'en va, il reste toujours les deux autres. La relation est franchement ternaire. Pour que ça se voit, je ne vais pas faire ce dessin-là. Ça pourrait le faire, mais je ne le fais pas. Et je vais faire un truc comme ça. Et ce deuxième signe-là qui vient, il est, pour que ça soit une définition du signe, un interprétant du même objet. Donc un premier signe qui évoque un objet et un deuxième interprétant du même objet. Et comme lui c'est un signe aussi, qu'est-ce qui se passe? Il peut rentrer et qu'il est en liaison avec cet objet. Il a besoin lui aussi d'un interprétant. Donc, en tant que représentamen, en tant que
cette fois non plus troisième de la relation, mais premier dans le nouveau signe, prenant cet objet-là, il a un I', et on va avoir une relation comme ça, comme ça, comme ça. Et ça continue. Et en principe, ça devrait s'arrêter jamais. Cette chose-là, cette production des interprétants, ce processus de production des interprétants, ça s'appelle la sémiose. Et c'est une caractéristique des milieux vivants. Pour Peirce, la sémiose est d'emblée sociale. Les interprétants sont produits, peu importe par qui. Le milieu échange des signes. Et ces signes ne sont pas tous des mots. Excusez-moi. Parce que du coup, je vous en ai raconté plein. Je peux sauter là. Ok. Donc, quelque chose de la merde concrète attire l'attention de la mouche et l'informe. Et l'informe de quoi? Que si elle s'en tient à son expérience, elle a déjà une certaine expérience de la merde, il va se passer quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Voilà. Et elle se tient... elle est intéressée. Elle est intéressée. Ça, attirer l'attention et promettre, d'après son expérience, qu'il va se passer un truc, ça c'est le mode d'expression de l'indice. C'est le signe indiciel. Par exemple, je crois que Peirce dit que les noms propres sont des indices. Quand on prononce un nom propre, l'expérience dit que... Alors, il y a des noms propres un peu spéciaux qui sont des icônes, qui, eux, empruntent à l'objet quelque chose qui lui ressemble pour le représenter d'une certaine façon allusive. Alors, il y a une icône que j'aime bien, moi, c'est l'icône de Roméo et Juliette, pour évoquer l'idée vague de l'amour. L'objet, c'est une idée vague, l'amour, et dès qu'on a dit Roméo et Juliette, ça y est, on sait où on est. Ça, c'est plutôt le mode iconique. Et donc, il y en a d'autres d'icônes. J'essaye de me rapprocher un petit peu plus du caractère de ce que je prête à Souris. Voilà, ça, c'est l'icône de la contestation. Alors, quand on dit qu'on ne peut pas comprendre un mot s'il n'y a pas quelque chose qui a été mis en jeu avant, il y a un exemple en anglais, le mot fast, qui a plusieurs sens possibles, ne peut pas être compris s'il n'y a pas autour quelque chose qui va évoquer. Alors, on peut imaginer l'air pieux de quelqu'un qui est prêt à jeûner. On peut imaginer un lapin qui évoquerait vaguement l'idée de la vitesse. On peut être en présence d'une ficelle ou du dessin d'une ficelle, d'une corde, qui dirait quelque chose de solidement, par exemple, attaché. Si on n'a pas ces autres choses qui, elles, ne sont pas nécessairement des mots, on ne peut pas entendre, comprendre le mot fast. Je vous le refais en français. Je suis sous ton balcon, comme Roméo. Oh, Marie-Christine. Bon, voilà.
Là, on a il faudrait voir aussi la tronche du mec quand il chantait, j'ai pas fait ça. Voilà, donc là, on voit dans quel sens on emploie les trucs. Alors, moi, c'est comme ça que je comprends ce que Souris dit quand il dit les nœuds ne sont pas la mathématique des nœuds. Ça n'est pas la mathématique des nœuds qui permet de rencontrer les difficultés de nœuds, au contraire. C'est-à-dire que c'est la rencontre avec les nœuds, et pas la mathématique des nœuds, qui permet... Alors déjà, quand on ne rencontre pas les nœuds eux-mêmes, eh ben, on reste à la porte des théories sur les nœuds. Parce qu'on n'a pas été présenté. Si on se balance tout de suite dans l'algèbre et dans des polynômes pour représenter des nœuds, si ce n'est pas le métier de l'auditeur, il n'y comprend rien. Et de A à Z, il n'a pas de milieu dans lequel se repérer. Ouh là là. C'est beaucoup. Non, je ne trouve pas. Bon, donc j'avais le projet d'expérimenter devant vous. Je m'étais vachement bien préparé. Avec un objet concret, pas une idée, un objet concret de nœud. Alors, vous le connaissez déjà. Aussi. Ça, c'est... Je sais pas. Mais de toute façon, on vous a... Si vous le connaissez déjà, parce que vous l'avez vu hier, c'est un faux trou. Voilà. J'avais préparé, ça fait un mois, hein, j'avais préparé un faux trou. J'avais fabriqué moi-même. Il est lié à un itinéraire dans une série de boutiques chinoises pour me procurer une ficelle bleue, blanche et des fermoirs. Je vous montre les fermoirs, si on peut. Voilà. Balade qui me rappelle elle-même une promenade avec Tomé rue Saint-Denis, où il m'a montré un jour une boutique, un magasin vide, désaffecté, en me disant, ça c'est un ancien magasin de cordage, et c'est là où Souris venait s'approvisionner pour acheter ses ficelles. Alors, je voulais vous montrer, normalement, je portais ça au poignet. Et j'aurais très fièrement dit, mon borroméen n'a que 2 ronds, parce que le 3e rond, c'est moi. Et comme ça, je ferme le rond, ou comme ça, imaginez toujours que je l'ai au poignet, excusez-moi, je fais la droite infinie. Alors, l'avantage de l'état dans lequel il est maintenant, c'est que je peux aussi faire le tort. C'est-à-dire que je prends comme on a vu hier, je prends le faux trou et je l'enferme, je le tiens dans un tort. Donc il est consistant, simplement parce que quelque chose a mobilisé le faux trou. Alors voilà, le problème, voyez-vous, c'est que cette chose-là, qui avait été conçue pour ça, c'est détruite cette nuit pendant que je dormais. C'est-à-dire que j'étais couchée tranquille avec mon machin au poignet. Je me suis réveillée avec la sensation que ça ne tenait plus. Alors j'ai tâtonné en me disant, mais mon Dieu, tu as du mal fermer le fermoir, il va tomber. J'ai voulu fermer le fermoir. Et en tâtonnant, j'ai senti l'extrémité de ça, parce qu'il y a un petit point de colle là. Et j'ai compris, donc
Alors, que ça avait lâché, j'ai interprété la sensation immédiatement. Le borroméen a perdu sa consistance. Ça, ok. Donc, ça a lâché. Le rond a lâché. Et il n'a pas lâché au niveau du fermoir, il a lâché au niveau de la colle. J'ai allumé la lumière et le rond blanc, en fait, j'y touche jamais. Quand j'ouvre et je ferme, c'est toujours le bleu. Donc c'est le rond blanc qui n'a jamais été manipulé, qui a perdu son point de colle et qui fait foirer le truc. Et là, bon, qu'est-ce que je fais? Je le répare, je fais comme si de rien n'était. Non, un truc qui me fait un tour pareil la nuit, dans le champ de la psychanalyse, c'est pas possible. On peut pas, on est obligé d'en faire quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que j'ai réalisé là? C'est qu'en fait, cette chose que je prenais pour un objet, parce que je le promenais, était un signe. Enfin, il est un objet et un signe. Et qu'il était le signe d'un autre objet, beaucoup plus idéal que lui, qui est le borroméen. Enfin, disons le faux-trou dans ce cas-là. Et là, il s'est passé cette nuit qu'on voit, dans ce que je vous raconte, que cette chose-là qui est un signe peut aussi être pris comme objet en position seconde pour un autre signe. Objet. Ah, mais c'est pas le signe qu'il me faut. Ça. Représente un net. On va l'appeler J celui-là. Donc ça se complique sacrément l'affaire. Mais en tout cas, là il y avait le borroméen idéal, le signe que j'avais fabriqué, qui se présente comme un objet complet, mais qui est aussi un signe, et qui du coup est une icône, parce qu'il a emprunté au borroméen sa fonctionnalité, donc c'est une pure icône. Je n'irai pas plus loin dans Peirce, parce que dès qu'on rajoute des éléments, ça devient... Alors, c'est pas comme disait Le Goffet, tout qui interprète tout, enfin tout signifiant qui correspond avec n'importe quel signifiant. Il y a des règles, et je veux quand même en dire une, c'est que quand on progresse comme ça, il faut que ça s'accompagne, on va dire, d'une prise d'habitude croissante. C'est-à-dire que quand on fait cette expérience, plus celle-là, c'est plutôt plus stable de ce côté que de celui-là. Ça démarre avec plutôt en général avec une icône et une idée vague, et puis ça va se préciser un peu. En principe, ça devrait aller jusqu'à l'infini, ça s'arrête avant. Il y a un truc qui s'appelle l'interprétant final, qui n'est final que temporairement. Ça peut se reprendre. On peut reprendre ça à n'importe quel moment, des siècles après si on veut. Alors, ça, on va dire, je vais passer. Donc, les dessins de nœuds sont des signes en relation avec les nœuds et la mathématique du nœud. Ils en sont distincts. Et ça a un certain rapport avec le corps. Si j'en crois un dessin que Souris a fait, où on le voit, enfin on voit un pied, je suppose que c'est le sien, on peut le lui prêter, avec des ficelles accrochées aux orteils. Donc une représentation de nœud est quelque chose donc de l'imaginaire en rapport avec le corps, mais un imaginaire qui a une fonction parce qu'il permet d'anticiper peut-être un symbolique qui n'existe pas encore. On est en train d'essayer de construire quelque chose, on est dans un processus théorique en construction. Peut-être que certains signes imaginaires, en particulier iconiques, mais les indices aussi, permettent de se familiariser avec des choses qui n'ont pas encore été formalisées. Alors, pendant que j'étais en train de faire le troisième du nœud borroméen, de vous interpréter le troisième du nœud borroméen, j'ai changé de point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler un objet sur une table d'examen, la table d'un scientifique, ou
posée dans ma main. Moi, grande et forte, et l'objet assez petit, comme ça. Quand j'ai endossé, imaginairement, j'ai endossé un rôle dans la structure, j'ai fait le troisième, j'ai mimé le troisième. Souris, quand il a écrit dans la marge à propos de la merde et de la mouche, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire que dans sa marge, la merde n'était pas très présente, le mot oui, mais c'était pas détaillé, dessiné, la mouche non plus, tout ça assez petit. Et si jamais ça c'était une icône, ça aurait pu être une icône du dégoût, un petit peu comme un dessin sur une page d'Harakiri. Voilà, un caca, une mouche, ça pue quoi. Enfin, voilà, l'icône d'un sentiment de vague, de dégoût. Alors, l'expérience aurait été un peu différente s'il s'était présenté comme un apiculteur au milieu d'un essaim d'abeilles en train de travailler. Où il aurait dit, la ruche est pour les abeilles une chose. Il n'a pas dit ça. Il va y avoir des amputations. Donc, pour s'affranchir du tabou de l'insecte, à la bonne distance et à la bonne échelle, il y a une actrice qui s'est trouvée une vocation pour les insectes, qui est une femme très inspirante, qui s'appelle Isabella Rossellini, et qui est conceptrice, réalisatrice, interprète, de tout un tas de spectacles, mais en particulier une série de vidéos qui s'appelle Green Porno. Alors voilà la description de Green Porno dans Libération. La vidéo commence invariablement de cette façon. Un gros plan sur Isabella Rossellini, harnachée en créature ailée ou rampante, mimant l'abeille ou l'escargot, en passant par la luciole ou l'araignée. Le propos de Green Porno se veut pornographique. De fait, vous saurez tout des mœurs sexuelles de ces bestioles, peu ragoûtantes, de l'hermaphrodisme de l'escargot au cannibalisme de la menthe religieuse, en passant par les dizaines de fornications quotidiennes dans lesquelles se complaît la mouche après avoir bien bavé sur sa pitance. Ce qui veut dire que la promesse dont je parlais au début pour la mouche, l'expérience qui lui dit quelque chose et qui promet quelque chose qui se passera après, c'est que quand elle aura bien bavé, l'heure de la fornication sera venue. Et ça, c'est de la sémiose de la mouche dans son milieu. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je peux le manger, ça ne marche pas. Elle est la sémilleuse de la mouche, parce que c'est la sémilleuse de l'homme mouche. Parce que pour la mouche, la sémilleuse, il n'y a pas, non? Pour la mouche, la merde est merde. Parce que c'est un personnage humain. Alors, nous sommes en train là de comprendre quelque chose de l'homme mouche, comme Héraclite comprendre quelque chose avec l'homme porc, l'homme cochon. Mais nous avons l'autre chance, c'est-à-dire peut-être que
à marge à côté, ailleurs de cette structure, il y a une autre structure que ce n'est pas celle-là que nous sommes encore en train là de cerner. Merci. Ça ne vous semble pas? Oui, alors c'est un homme mouche, ça c'est vrai. Alors, enfin une femme mouche, une femme mouche. Pour moi, ça représente l'effort de la femme en question pour adapter sa propre échelle, pour comprendre qu'il y a éventuellement une sémiose mouche, qui sinon lui resterait totalement cachée la plupart du temps. Ça demande un effort particulier, et ça c'est un dispositif de décentrage de la dame, pas de la mouche. Alors maintenant, pour la sémiose des mouches, effectivement, une sémiose de mouches comparée à une sémiose qui prend des humains, supposons un milieu dans lequel il y a des humains et des mouches. Ouais. Bon. Certains là-dedans, donc tout le monde produit des signes. Quelques-uns produisent des symboles et des mots. Et quelques-uns, et il se trouve que c'est ceux qui ont des mots, ont en plus la capacité de réflexivité, ce qui n'est pas le cas de la mouche. Mais enfin, si on veut prendre en compte le sujet qui parle dans un milieu qui ressemble à un vrai milieu, c'est-à-dire où il y a des tas d'auxiliaires très précieux, des vers de terre, des choses qui sont tout à fait nécessaires à notre survie, on a un effort de ce genre-là à faire pour prendre en compte ceux qui n'ont pas cette réflexivité. Donc à propos d'un milieu, puisque j'ai un peu de temps du coup. Attendez, il y a peut-être une question qui se dessine. Qui? François? Mais alors, comment la sémiose de la mouche permet l'habituation s'il n'y a pas la réflexivité? Il me semble qu'on peut répondre assez facilement Attendez le micro. à cette question. Oui, il semble qu'il n'est pas très difficile de répondre à cette question parce que le darwinisme avec la théorie de l'évolution ne peut se comprendre que si, effectivement, au niveau des végétaux ou des interactions entre les végétaux et les animaux, il y a une sémiose, au sens de Peirce. Oui. Donc ça agit. Ça marche. Il y a quelque chose qui s'engraine, et même sur des échelles de temps absolument, qui rendent la sémiose plus difficile à saisir, parce que sur des échelles de temps absolument pas les nôtres, mais enfin, il y a quand même une production extraordinaire de changements. Et donc, l'aspect le plus important de la théorie persienne qui dit que la sémiose, c'est quelque chose qui est une forme d'anticipation. Vera parlait d'attente. Hein, il y a quelque chose qui, dans la sémiose, dit il va peut-être se passer quelque chose. En tout cas, pour Peirce, c'est capital. D'habitude, il se passe quelque chose. D'habitude, dans des circonstances non, mais même, de ce genre-là, il se passe quelque chose. Mais si on pense à Darwin, ça ne se passe pas tout de suite. Donc, il y a quelque chose de très mystérieux, mais c'est très important dans la théorie persienne. Ça permet une capacité d'anticipation. Incroyable. Bon, voilà, mais c'est ça qui crée la sémiose au sens global. Jean-François va reprendre le micro. Oui. Comment dire, tout le plan, la référence à Darwin, etc., pas de problème, mais vous n'avez pas repris le mot qui faisait la deuxième partie, enfin, l'articulation de ma question, qui est le mot habituation. Parce que je vais
je veux dire, ce qui m'intéresse dans cette affaire, par rapport à Peirce en particulier, c'est de savoir dans quelle mesure, justement, la sémiose est autre chose qu'un conditionnement. Et en particulier, donc, de permettre de distinguer, quand vous avez dit que la sémiose de la mouche n'avait pas la réflexivité, c'est-à-dire ce qui va permettre de distinguer un acte posé comme acte et un acte, fut-il sémiotique, hein, un acte posé comme acte d'un acte posé comme comportement. Oui. Alors, les formes que prend la sémiose sont révélatrices du milieu dans lequel elle se produit. En fait, il y a équivalent entre quel est ce milieu vivant et comment se développe sa sémiose. S'il est vivant, il y a sémiose, et la forme de la sémiose est une description du milieu. Prenons par exemple, ça a intéressé Souris, un grand ensemble cénobitique, une caserne, l'armée. Il n'y a pas de place pour les actes, enfin pas tellement. Tout signe appartient à une règle, cette règle doit être appliquée. On n'attend pas des gens qui inventent des règles à l'armée. Mais si c'était totalement bloqué, si la sémiose ne faisait que se répéter, il n'y aurait plus d'institution d'armée. Elle crèverait sur place, elle dépérirait. Donc il y en a nécessairement encore un peu. Et pas pour beaucoup de gens, et dans une mesure très limitée, mais il y en a. Et c'est pas très difficile à se représenter si vous imaginez la fonction de l'éclaireur de l'armée. Un éclaireur sur le terrain, lui, il a l'absolue liberté de reconnaître des signes et de les interpréter. Et pourtant, il est militaire. Il y a une autre question, Vera. Guy ? Oui, la sémiose fait appel, disons, dans la définition que Peirce peut donner du signe à tous les étages, priméité, secondéité, tertiéité, etc., que vous avez élégamment laissé de côté parce que ça aurait encore plus complexifié la présentation. La caractéristique du signe, c'est son would-be, c'est-à-dire qu'il ouvre une possibilité de désigner de quelconque façon autre chose que lui-même. C'est ça qui ouvre la sémiose. Donc, le fait de l'habitude qui va momentanément, en effet, arrêter le glissement des interprétants, ne peut pas avoir quoi que ce soit définitif. Les dictionnaires, par exemple, nous donnent des listes d'interprétants, évidemment, mais ça n'arrête en rien le procès, là, dans ce cas-là, de la signification. Donc la sémiose est ouverte à tous les niveaux et ne peut pas être pas ouverte. Alors, il y a des descriptions de Binswanger d'un délire très bloqué qui évoque, qui donne l'impression d'une sémiose où tout est ramené au même interprétant. Tous les objets, tous les signes arrivent au même interprétant et c'est un peu inquiétant pour la dame. Moi, je ne sais pas vraiment si elle a une chance d'avoir que la vie re-rentre dans sa sémiose. Il faudrait une surprise et ça c'est le cas à l'aide. C'est ce livre violet de Binswanger, le cas Suzanne Orban. Vu sous l'angle de la sémiose, son délire a l'air absolument bloqué. Je ne sais pas par où ça pourrait s'ouvrir. Il y a des pathologies de la sémiose et Binswanger est médecin. Voilà. Il nous reste la possibilité d'une autre question. Micro. Est-ce qu'on peut interroger la référence à Darwin? Oui, parce que elle appartient à Dominique Bourne. D'accord. Je vous en prie. Non, mais je ne sais plus quelle était la formule, mais c'est oui, bien sûr, c'est Darwin, c'est comme si c'était une évidence, puisque Freud a l'air de partir de ça,
la révolution copernicienne, la révolution darwinienne, la révolution freudienne. Mais en fait, aujourd'hui, il faut s'interroger sur la question du darwinisme, en fait. Bon, c'est pas une référence à moi. J'aurais plutôt été chercher du côté de ce qui commence à émerger dans l'écologie et des descriptions des milieux et de leur santé, enfin de leur état de vivant, où il apparaît à plein d'endroits qu'ils prennent des habitudes. Les arbres prennent l'habitude des champignons. Bon, et puis si on veut dans des milieux plus sociaux, plus proches de nous, qui demandent moins d'efforts de décentrement, Bruno Latour prend l'exemple de ce qui se passe dans un laboratoire où on invente des choses de biologie. La survie des biologistes et de leurs inventions dépend de tout un tas d'êtres qui ne s'expriment pas dans les recherches, qui ne sont pas publiées, qui sont pourtant absolument nécessaires à la recherche, à commencer par les gens qui manipulent les instruments dans les laboratoires, enfin, tous les laborantins et tout ça. Et même les objets et tout. Vous enlevez ça, il n'y a plus de recherche. Et pourtant, c'est des gens qui ne... Quand on regarde des articles scientifiques, leurs interprétants n'y figurent pas. Donc, en tant que sujet, ils sont éjectés. Je pense... Enfin, je fais tous ces efforts-là pour essayer de remettre dans l'expression, enfin, de pouvoir entendre et rendre compte de l'expression de gens qui sont nécessaires à notre survie, avec lesquels on interagit tout le temps. Et je ne pense pas que ça fera du mal à la psychanalyse de faire cet exercice-là. Oui. Dernière question. Ça me fait penser à une question que vous avez posée hier. Une question que vous avez posée hier à propos des sociétés comme la nôtre où on enseigne très tôt aux enfants la capacité ou la puissance de saisir et de prendre, et d'autres civilisations où plus traditionnelles, enfin où l'enfant est éduqué à affronter la situation où il pourrait être saisi. Il est clair que dans la nôtre, c'est quelque chose qu'on ignore beaucoup. Et il y a beaucoup de civilisations, en particulier les civilisations amazoniennes, puisque là on pense sans doute de façon latente au livre de Cohn sur comment on pense les forêts, où les enfants sont éduqués à affronter une situation où il pourrait être une proie, où il pourrait être saisi. Et il me semble que vous avez posé cette question hier, et je trouve que là, c'est une façon de... Oui, si j'avais pas bouffé mon temps pas correctement, enfin pas de manière optimale, la référence à Édouard de Cohn était là, et elle soutient vraiment le travail qu'on fait. On a découvert ça un peu par hasard, après les questions que ça posait soutenues par le groupe de Mayette Vildar, et voilà, et ça produit cette chose-là. Je suis même assez étonnée qu'il n'y ait pas plus de gens dans le champ de la psychanalyse qui essayent, on va dire, de conduire un peu le travail avec la sémiose persienne, parce que quand même faut y mettre des règles, sinon on se perd. Voilà. On va rester peut-être sur votre étonnement.